Ok, c'est parti. Bien, bonjour à tous, de nouveau retour sur cette saison 2. On prend les mêmes et on recommence, mais toujours en mieux. J'ai l'honneur de vous présenter Vas, mais il le fera mieux que moi, et qui est levé, et qui est le précurseur. Bonjour Nico, comment ça va? Ça va et toi? Je vais très bien, je suis content d'être là. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de podcast ensemble. Ça fait longtemps. C'est cool. Ouais, je suis content. Est-ce que tu sais, par rapport à la communauté grandissante, reparler un petit peu de toi et de ton parcours et de ce que tu as mis en place en fait, parce que ça fait un moment qu'on ne s'est plus vu sur un podcast. Peut-être que tu as fait d'autres activités physiques aussi, que tu as mis d'autres challenges sportifs pour toi, pour le kiff. Donc, Super. je te laisse prendre parole. Alors, je viens de terminer mon master en nutrition, du coup. Donc, je vais en parler dans le dernier podcast. Et toujours, mon travail, ces 5 dernières années, s'est focalisé sur la vulgarisation scientifique. Donc, j'ai écrit un livre sur les produits laitiers. Et par le biais de formation également, la petite dernière, La science de l'hypertrophie, avec l'ami Mathias Soulol, qui A.K.A. le boss final. Le boss final qui sera aussi dans ce podcast. Exactement. Voilà. Ça, c'est génial. Donc, formation sur l'hypertrophie dernièrement. Et je suis aussi pratiquant, je dirais de manière récréative parce que je ne fais pas de compétition. Je veux surtout m'amuser. Mais je dirais, comme dirait justement notre boss final, pratiquant qui a un petit peu de bouteille. Mais toujours de manière récréative. C'est surtout pour m'amuser. Voilà. Et oui, donc tu pratiques la muscu. Il y a d'autres. Donc, musculation. J'ai fait la course à pied n'est pas un sport que j'apprécie particulièrement. Il ne me déplaît pas non plus, mais je dirais que voilà, c'est pas un sport où je prends beaucoup de plaisir. Ouais, on a été courir Voilà. ensemble de manière récréative. Voilà, mais je me donne des petits défis dernièrement pour être un athlète dit hybride. Hybride. Voilà, je dois suivre la mode aussi. Donc j'ai fait un semi-marathon en octobre où j'ai eu une performance décente. C'est fier de toi de toute façon. Fier de moi. C'est ça qui est En 1h49. Hein. Voilà, avec mon poids, j'étais assez content. Et marathon, le full marathon en décembre prochain. Ça fait plaisir. Voilà. Et donc ce sera justement l'ami Mathias qui va me suivre pour ma préparation de marathon. Ça, c'est vraiment extra. C'est génial. Je suis content, tu vois, quand j'entends ça, je suis heureux. On va rentrer dans le vif du sujet. Tu vois que ça se voit peut-être pas, hein, mais je suis un peu fatigué aujourd'hui, Vas. Aujourd'hui, Vas, je suis un peu fatigué. Il faudra penser à noter la mise en scène. Ok. J'ai passé une mauvaise nuit. Est-ce que tu as une petite astuce pour moi, sachant que je compte m'entraîner après le podcast? J'ai quelques astuces pour toi. Mais d'abord, j'ai une question. Pourquoi tu as passé une mauvaise nuit? Je n'en dis pas plus. Bon, on en reparlera après le podcast. Je n'en dis pas plus. On en reparlera après le podcast. Le premier point qui est important à considérer, c'est que l'effet de la restriction de sommeil aiguë, je pense qu'il tend à être surévalué. Donc oui, il y a un effet sur la performance, que ce soit performance type aérobie, donc cardio, ou plutôt en force max. On voit un effet, mais sur une nuit de sommeil, il n'est pas si important que ça. Donc il ne faudrait pas non plus tomber dans l'effet nocebo où on se dit « Oh non, j'ai fait une mauvaise nuit de sommeil, j'ai perdu tous mes gains ». Tu vois un peu l'idée. Ouais. Maintenant, tu voudrais quand même, donc tu dis, tu es conscient de ça, tu te dis « Bon, je suis un peu plus fatigué, mes performances sont un peu risquent d'être un petit peu moins bonnes que normalement ». Ce que je te recommanderais, il y a plusieurs interventions qu'on peut mettre en place. Première, c'est le power nap, c'est-à-dire la micro-sieste, qui a été popularisée par la NASA, une étude de la NASA en 1995, où en fait ils ont utilisé ça pour évaluer si ça conservait les pilotes plus alertes, le fait de faire des micro-siestes. Donc le rationnel, c'est on a plusieurs phases de sommeil et que si on est en situation où on manque un petit peu de sommeil, le fait de rentrer dans une phase légère, donc il y a la phase N1 qui est la phase d'endormissement, la phase N2 qui est la phase de sommeil léger et puis la phase de sommeil profond. Mais si on fait une micro-sieste où on s'arrête avant de rentrer dans la phase de sommeil profond, on pourrait bénéficier d'un effet positif sur les performances cognitives sans se lever la tête dans le cul un peu, tu vois, quand on fait une sieste, tu vois. C'est difficile. Donc, ce qui est pas mal également, c'est de prendre un peu de caféine avant. Avant la sieste. Juste avant la sieste. Pourquoi?
Parce que la caféine, on dit souvent, si tu prends de la caféine, tu risques de soit de mal dormir ou te réveiller pendant la nuit, etc. Donc on conseille généralement d'éviter de la prendre le soir. Ouais. C'est une bonne recommandation. Sauf que là, le but, c'est justement de ne pas dormir beaucoup. C'est juste de faire une courte période où on va s'endormir. Donc, on prend la caféine juste avant, le temps qu'elle fasse effet, environ 30 minutes, 20 à 30 minutes. On va commencer à ressentir les effets et on va avoir plus de facilité à se lever. Et en plus de ça, on va profiter de l'effet indépendant de la caféine sur la performance. Donc, on a la micro-sieste, on a la caféine. La troisième intervention qui peut être pas mal, c'est la créatine. Alors, de manière intéressante, c'est qu'on voit que la créatine améliore, même de manière aiguë. Donc, généralement, on commence à avoir des effets sur la performance de la créatine après un mois, par exemple, ou 3 semaines, on dit généralement, le temps qu'on sature les réserves, le muscle en créatine. Ouais. Mais il semble qu'il y ait des effets aigus. Les études sont faites sur des performances cognitives aiguës. Donc, pourquoi pas prendre la créatine? Après, les études sont faites avec des doses assez élevées, genre 20-30 grammes. Ouf. Voilà, c'est une autre possibilité. Ok. Voilà. Il y a moyen de coupler les trois. On peut coupler les trois. Parce que il y a déjà eu des clichés que j'avais entendus, comme quoi la créatine était hypoglycémiante, par exemple. Honnêtement, il n'y a pas de preuve d'un effet hypoglycémiant. Alors c'est rassurant. Donc on peut bombarder, quoi, à la limite, dans ce cas de bombarder, il faut pas non plus dire je prends de la créatine pour prendre de la créatine, parce que tu vas juste jeter ton argent à la poubelle, tu vois. Mais voilà, pourquoi pas. En termes de performance, c'est intéressant, et pourquoi pas, tu es en phase de déprivation de sommeil, pourquoi pas en prendre un petit peu plus pour profiter d'un éventuel effet aigu supplémentaire sur les performances cognitives. Ça fait plaisir. Eh bien écoute, c'est 3 interventions en plus qui sont relativement simples à mettre en place. Pas toujours pour la sieste, ça dépend un peu du style. Pour moi, la sieste est très compliquée parce que j'ai du mal à m'endormir en journée. Donc même si j'ai fait une mauvaise nuit, j'aurais du mal à m'endormir en journée. Et aussi le point qui est important, c'est que si l'entraînement est le soir, admettons, on a fait une mauvaise nuit la nuit précédente, il faudrait éviter de prendre de la caféine à 18h si on s'entraîne à 19h, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, tu vas pourrir la nuit suivante également. Donc, ça à prendre en considération. Ok, mais selon le moment de la journée, ça peut être intéressant. Ok, ça c'est top. Alors, on parle justement un peu de gestion autour de l'entraînement, et moi j'ai envie de booster ma testo. Tu vois, je sens, voilà, c'est au plus profond de moi, j'ai envie de booster ma testo, quoi. Mais pourquoi? Parce que quand j'ai regardé le physique de Liver King, par exemple, je l'ai trouvé monstrueux, quoi. Je me suis dit, il faut que je sois comme ça, quoi, tu vois. Je dis, il est temps de passer dans les catégories des plus de 85 kilos. J'en ai marre d'être un gars de 74 kilos, tu vois. Du coup, c'est quoi le secret au niveau de la nutrition pour booster ma testostérone, tu vois? Le secret, c'est d'acheter les compléments Liver King. Ah ouais. Tu vois? Mais bon, il ne parle pas français. Non, mais tu dois acheter, mais c'est 200 $ par mois. Et puis, tu vas booster ta testo de manière illimitée. J'ai pas 200 €. Non, plus sérieusement, il faut d'abord qu'on fasse une distinction entre les effets de la supplémentation exogène en testostérone via le dopage, d'une éventuelle augmentation via une intervention nutritionnelle sur la testostérone. Parce qu'évidemment, les effets sur le physique ne vont pas être les mêmes. Et généralement, en ce qui concerne les interventions nutritionnelles, ça va avoir un effet trivial tout au plus sur la testostérone. J'aurai une petite exception, c'est le fait de conserver un pourcentage de masse grasse dans une certaine gamme. Donc, on a des données de rapport de cas chez les athlètes de physique naturelle qui montrent que quand ils sont très très bons en masse grasse, le taux de testostérone arrive à des normes d'hommes castrés, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et on a également des données qui montrent que quand les personnes qui souffrent d'obésité parviennent à perdre du poids, le taux de testostérone augmente parce que
les cellules graisseuses contiennent une enzyme qui s'appelle l'aromatase qui convertit la testostérone en œstrogène. Donc, je dirais, le premier conseil que je pourrais donner, si une personne n'est pas déjà dans une gamme normale de masse grasse, ou une certaine gamme déterminée de masse grasse, c'est de soit prendre de la masse grasse ou perdre de la masse grasse pour arriver à ce qu'on, par exemple, pour un homme, je pourrais dire à on y va entre 13, 21, 22%. Ah, jusqu'à 22% comme ça, tu pourrais... Je pense que sachant qu'on ne peut jamais connaître avec exactitude sa masse grasse, mais... C'est notamment un des sujets de la formation, il me semble. Voilà, donc c'est pas à prendre au pied de la lettre, je le dis souvent, je ne connais pas les chiffres du loto et je peux te regarder, je ne connaîtrai pas ta masse grasse avec exactitude. Donc environ. Ouais. C'est une approximation. Voilà, le premier point. Ensuite, je dirais qu'on peut aussi, sur l'alimentation en tant que telle, indépendamment de la composition corporelle, on voit par exemple dans les données, c'est que le régime à faible teneur en glucides et le régime à faible teneur en graisse ont un effet plutôt négatif sur la testostérone. Pas important, c'est des différences de quelques nanogrammes par millilitre. Je ne sais pas si ça vaut la peine de se prendre la tête pour ça. Si une personne veut optimiser son taux de testostérone, il y a des personnes qui m'envoient comment je peux optimiser ma testostérone. Je dirais simplement, essaye d'avoir une alimentation plutôt équilibrée en termes de macronutriments. Donc, pas très faible teneur en glucides, pas très faible teneur en graisse, et plutôt réparti dans les 3 macronutriments, en dehors d'une éventuelle situation aiguë de déficit calorique. Parce que je pense que, tu vois, là, si tu as besoin d'être en déficit calorique, il faut bien que tu diminues un macronutriment à un moment donné. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais sinon, bah voilà, plutôt réparti plus ou moins réparti entre les 3 et pas être très très bas dans un des macronutriments. Voilà, ce seraient mes recommandations pour la testostérone. Sachant que ma première recommandation serait plus importante que la seconde, je ne sais pas si elle a vraiment un effet très important. Ok. Bah, Mais on doit aussi préciser qu'on ne va pas obtenir le physique de Liver King parce qu'on a optimisé un petit peu sa testostérone avec l'alimentation. Oh Désolé. Je suis déçu. Me voilà déçu. Mais bon, je ferai en sorte alors de ressembler à quelqu'un d'autre. Trouver un autre modèle. Ouais, moi par exemple. On va passer au point 3. Ouais. Faudra couper cette partie. Point 4, pardon. Est-ce que, du coup ça continue en fait, hein, il y a vraiment ce fil conducteur. Est-ce que remplacer nos suppléments par de la pisse ne produirait pas le même effet en termes de résultats? Alors, là, on va toucher un point sensible. la question c'est quel supplément? Certains, oui. C'est-à-dire que, en fait, une partie de l'effet des suppléments est liée aux effets dits placebo. Donc les effets liés aux mécanismes neurobiologiques et psychologiques de l'attente d'un supplément. Donc par exemple, si moi, tu me fais confiance, je pense, et je te dis, ouais, j'ai testé un super nouveau supplément qui marche à fond, j'ai augmenté de 5 kg mon bench press, tu vois, ça te semble plus ou moins possible, et puis j'ai rien changé, mais je te jure, je suis convaincu que c'est à cause de mon supplément. Tu vas être un petit peu sceptique, mais tu vas dire, bon, ben, Vas, il est plutôt sensé dans ses recommandations, je vais essayer. Ben, parce que tu t'es dit ça, tu vas peut-être parvenir à faire mieux que ce que tu as fait. Le mécanisme effet placebo. Peut-être que dans le supplément, il y avait juste de la pisse. C'est peut-être pas la mienne. Tu vois. Mais par contre, il y a des suppléments qui ont ces effets placebo et en plus de ça, un véritable effet en dehors des effets placebo et contextuels. Mais pour ça, il faut les comparer dans la recherche à un placebo pour voir la différence entre les groupes, entre les effets placebo et l'effet net du supplément. Il faut une comparaison de 2 groupes. Il faut une comparaison de 2 Par groupes. exemple. On peut même avoir un 3e groupe qui ne prend absolument rien pour évaluer la totalité des effets contextuels. Pas le groupe contrôle. Ouais, ok. Ouais. Donc, oui, ça peut, mais il y a aussi des compléments
qui ont un effet, la caféine, voilà. La caféine, la whey, enfin, c'est quand même un complément qu'on considère. La créatine, qui a été quand même, je pense, assez étudiée. Ouais, voilà. Ok. Donc, Mais c'est quand même relativement restreint en termes de suppléments qu'on aurait tendance à conseiller, quoi. c'est restreint. Malheureusement, on n'a pas énormément de compléments alimentaires qui ont un impact, ou plutôt qui ont un impact où on se dit, ça vaut la peine que je mette 50 € par mois pour ce complément, par exemple, tu vois. Ok. Donc, je pense que ça répondait un petit peu à, effectivement, que pour en conclure, tu viens de le faire, quoi. Est-ce qu'il y a des recommandations contre-productives lorsque l'on souhaite perdre du gras? Beaucoup. Beaucoup de recommandations contre-productives. Bah, après, il y a tellement de bullshit sur les réseaux que je pourrais t'en citer énormément. Je vais te faire je vais te donner une à laquelle je pense. C'est d'utiliser. Donc, on a notre principe qui est le déficit calorique pour la perte de poids. Et il y a plusieurs façons d'arriver à ce déficit calorique en fonction de la personne. L'erreur que je ferais, c'est de dire ma méthode m'a permis de diminuer mon apport calorique, même si je ne sais pas que j'ai perdu du poids parce que j'ai diminué mon apport calorique. Admettons, j'ai fait tel régime et puis j'ai réussi à perdre du poids. Donc c'est ça qu'il faut faire et puis je dois extrapoler ça. Et puis peut-être que mon approche est très bonne, mais peut-être qu'il y a d'autres alternatives qui sont tout à fait valables. Et donc, pour une intervention particulière à laquelle je pense, c'est la recommandation il faut prendre un petit déjeuner. C'est un truc qu'on entend souvent, même chez les diététiciens, parce que c'est culturel, voilà. Il faut prendre un petit déjeuner. Peut-être que moi, c'est bien de prendre un petit déjeuner. Mais on voit que chez les individus qui ne prennent pas initialement de petit déjeuner, le fait de faire la recommandation de prendre un petit déjeuner augmente l'apport calorique total. Est-ce que c'est un bon conseil dans ce cas-là? Donc, je dirais que dans ce cas-là, ce serait contre-productif. Il y a plein d'exemples. Ouais, je pense que tu viens de le donner. Tu donnais l'exemple du déjeuner, tu donnais l'exemple de régime. Je pourrais donner un tas d'exemples, mais voilà, on a notre principe fondamental qui est le déficit calorique. Et puis, il y a différentes méthodes pour y parvenir. Il n'y a pas que cet aspect causal, je veux dire, parce qu'il y a aussi le caractère adhésion, une intervention, etc. Voilà, il y a plein de facteurs. Ouais. On parle de déficit calorique à chaque fois. Oui, il faut faire un déficit calorique. On l'a appuyé dans plusieurs podcasts. C'était notamment je pense que c'est le tout premier qu'on avait fait ensemble. Mais dans ces facteurs de déficit calorique, est-ce qu'il n'y a pas des sous-facteurs qui vont faire que certaines personnes vont... C'est pas des sous-facteurs. Disons que si on prend un diagramme causal, on a notre exposition et notre résultat. Et au milieu, on a le médiateur. Un médiateur qui est dans la chaîne causale. Le médiateur, dans ce cas-ci, c'est le bilan énergétique, le déficit calorique. Le résultat, c'est la perte de poids, le changement de poids. Et l'exposition, l'intervention, eh bien, c'est tout ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir arriver à un déficit calorique. Donc l'environnement, par exemple, la génétique. Voilà. Donc on a les hormones, est-ce que ça rentre en ligne de compte aussi? Les hormones rentrent en ligne de compte dans le caractère génétique parce que oui. Voilà. Mais les hormones, par exemple, ne justifient pas tout, quoi. En fait, le problème, c'est quand les personnes disent la perte de poids, c'est pas les calories, c'est les hormones. C'est les calories parce que les hormones impactent comment on va manger. C'est justement là que je voulais en venir, effectivement. Tu vois, donc en fait, le bilan énergétique est toujours la variable dans la chaîne causale qui va impacter le résultat d'intérêt. Et il y en a plein de variables causales. Mais l'erreur, ce serait de dire le bilan énergétique n'est pas le médiateur. On a d'autres facteurs indépendants. Et je pense que c'est là, en fait, que cet exemple est vraiment top. C'est souvent ce qui ressort, on dit c'est à cause des hormones, c'est à cause de, je sais pas moi, de vos macronutriments, par exemple. Enfin, on entend la répartition de vos macronutriments, alors qu'effectivement, est-ce qu'on peut dire que dans ce cas-là, l'arbre cache la forêt? Ouais.
Attends, donne-moi l'exemple. Donc, on reprend l'exemple des hormones. On dit si tu ne perds pas de poids, c'est parce qu'il y a un dérèglement hormonal. Ça peut être vrai. Non, mais en vérité, Mais est-ce que tu ne Le perds problème- pas de poids pour un dérèglement hormonal ou on n'atteint pas le résultat escompté à cause de ce dérèglement hormonal? le problème, c'est que c'est pas trouver la cause physiologique forcément. Parce que si maintenant je te dis que ton problème de perte de poids est hormonal, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas t'injecter de la leptine. Non, j'irais peut-être d'abord me dire, ah ben si tu me dis ça, je vais peut-être aller voir un endocrinologue, mais enfin voilà. Non, mais tu peux pas faire ce genre de modification, tu vois. Le seul truc que tu peux faire, c'est modifier ton environnement parce que toi, à l'échelle individuelle, tu es peut-être plus sensible à certaines interventions. Peut-être que tu es plus sensible à surconsommer quand tu es face à des aliments ultra transformés, par exemple. Ben, je donnais l'exemple aussi d'une personne, imaginons, je veux perdre du poids. J'habite en campagne, le premier magasin ou le premier resto, il est à 5 km. Ou si j'habite en ville, je sors de chez moi, je suis en face d'un centre commercial avec 4 pubs Burger King. C'est top, c'est vraiment ça. Les gens oublient. Et ben, il y a même des personnes, je pense qu'ici c'est plus rare, mais des personnes qui vivent dans ce qu'on appelle des déserts alimentaires et qui n'ont pas le choix de se nourrir au petit supermarché, parfois dans des pompes à essence où bah, les aliments comme les fruits et légumes sont très chers. Donc même parfois, manger dans des fast-foods coûte moins cher. Donc bah, pour ces personnes, c'est très compliqué. Voilà. Ok. Donc il y a plein de variables, le statut socio-économique est causal aussi, puisqu'il entre c'est une exposition qui est une variable dans la chaîne causale. Et voilà. Ok, ben c'est parfait. Je pense que ça permet d'y voir plus clair. Et dans le cas de la prise de muscle, Vas, ou lever, je vais dire lever. Je vais changer un petit peu, tu vois. Donc dans le cas de la prise de muscle, est-ce qu'augmenter la synthèse protéique est le cheat code ultime, j'insiste sur le mot ultime, pour atteindre ses objectifs? Si ton objectif est d'augmenter la synthèse des protéines, alors tu as réussi. Bon, maintenant, si ton objectif est de prendre du muscle, peut-être pas. Donc en fait, la synthèse des protéines musculaires, dans le cadre de l'hypertrophie, on l'utilise dans la recherche comme variable proxy. Variable proxy, c'est une variable qui est associée à ce qu'on veut mesurer, mais qu'on utilise quand on ne peut pas mesurer. Donc, si on veut mesurer l'hypertrophie et que mon étude dure un jour, c'est juste une étude aiguë, bah, je n'ai pas trop d'intérêt à mesurer avant-après, tu vois, mes résultats en termes d'épaisseur musculaire, par exemple. Par contre, je peux essayer de mesurer la synthèse des protéines musculaires et faire des prédictions sur le long terme, parce que eh bien, la synthèse des protéines musculaires entre dans les mécanismes de l'hypertrophie. Tu me suis? Ouais. Donc, pour donner un exemple de la variable proxy, admettons qu'on veuille savoir où je suis à l'heure actuelle. Je suis ici. Si on veut mesurer, eh bien, on viendrait chez toi. Ouais. Mais on ne peut pas venir chez toi, donc le proxy serait ma voiture, par exemple. Mais si ma voiture est là, ça ne veut pas dire que je suis là. Je peux aussi tu peux être en face, par exemple, ou à 100 mètres plus loin. Ou partir faire un jogging, ou… Exactement. Voilà. Donc, le proxy, ça signifie qu'il peut être utile, mais dans certaines circonstances, il ne permet pas de prédire ce qu'on souhaite. Et donc, en ce qui concerne la synthèse des protéines musculaires, chez les débutants, par exemple, ça marche assez mal parce que bah, la synthèse des protéines musculaires va aussi entrer dans les mécanismes de synthèse des protéines conjonctives, ouais. Donc pas des protéines myofibrillaires contractiles. Et c'est pas ce qui nous intéresse si notre objectif c'est de prendre du muscle, tu vois. Ouais, donc ça peut être intéressant, ça concilie avec des données longitudinales sur l'hypertrophie, avec des critères comme l'épaisseur musculaire ou sur de composition corporelle sur la masse maigre, ce genre de choses. Mais pas interprété comme ça où ce complément augmente la synthèse des protéines musculaires. À terme, je vais devenir super musclé, tu vois. Ok, ça me semble clair. C'était une bonne explication, notamment avec la voiture et les variables proxy. J'ai bien aimé. À mon avis, c'est travaillé, ça, non? Ça pourra faire un reel, ça. Ça pourra faire un reel. on va le garder, ça. Alors, on en arrive de nouveau à cette fameuse perte de poids, parce que
ça intéresse quand même pas mal de mon audience, en fait. Hein. Si on veut perdre du poids, ben, on l'a dit, on doit être en déficit calorique. Okay, on a donné les bonnes explications à long terme. À long terme, parce que en fait, aujourd'hui, je peux être en surplus calorique et demain avoir perdu du poids parce que j'ai perdu de l'eau, tu vois, par exemple. Oui, tout à fait. Il faut préciser à long terme. À long terme. Donc, si on veut perdre du poids, on doit être en déficit calorique à long terme. Pourtant, à entendre certaines personnes au sein de la salle de sport ou d'autres, hein, pas que dans la salle de sport, dans son entourage par exemple, on ne parvient pas à perdre du poids et pourtant on mange très peu, on ne mange que des soupes ou un tout petit peu de fromage. Comment c'est possible d'en arriver à un stade où on est au point de faire de la monodiète, ou manger que très peu, ou manger juste un peu de fromage et pourtant on ne perd pas de poids? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs explications plausibles dans ce que tu me racontes. Je pense qu'on en avait déjà parlé, mais c'est toujours bien de les remettre en avant. J'en vois essentiellement au nombre de deux. Ok. La première, c'est que les gens tendent à sous-évaluer ce qu'ils consomment, C'est la première chose, ça. notamment la densité énergétique de certains aliments. Et donc, Comme le fromage, par exemple. par exemple, mais non seulement à l'échelle, aussi à l'échelle de la semaine, tu vois, pas seulement sur une journée. Oui. Parce qu'ils se disent, oui, je mange assez peu, mais c'est 4 jours par semaine, et puis 3 jours par semaine, ils mangent plus au restaurant, et ils ont tendance à sous-évaluer ce qu'ils mangent dans l'ensemble, tu vois, notamment la densité énergétique de certains aliments. Puis quand on regarde un peu, on essaye de traquer sa nutrition. La fameuse barre de Lyon. Ah, elle fait plaisir celle-là, mais purée. Et ça m'a pas rempli la barre de Lyon. J'en mangerais bien 2 ou 3. Ouais, exact. Et là, il y a quoi dans une barre de Lyon? 230 calories, un truc comme ça, je dirais. Peut-être même 300, je sais pas. Je sais pas. Bon, mais bon, voilà, on s'imagine bien que c'est quand même chargé. C'est ce qu'on appelle une densité calorique, quoi, en gros. La densité calorique est définie par le nombre de calories par gramme d'un aliment ou au 100 grammes. Ok. 205 calories pour 42 grammes. Ah, j'avais regardé. 205 calories pour 42 grammes, on vient d'avoir l'info pour la barre de Lyon. Et des fois, on en pète facilement 2 ou 3. Voilà, donc la densité calorique est particulièrement élevée parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume en termes de grammes, mais les calories sont assez élevées. Okay. Et donc si je remplace ça par 42 grammes de céleri, mon apport calorique va être beaucoup plus faible, tu vois. Oui, tout à fait. Mais j'ai toujours 42 grammes dans une situation ou dans l'autre. Il y a une situation qui est un peu plus testie quand même, mais… Ouais, voilà, ouais, mais ça c'est clair, quoi. C'est justement là où on a tendance à se faire avoir. Voilà, quoi. donc la sous-évaluation de ce qu'on peut manger, non seulement sur une journée et sur la semaine. Ou la honte, en fait, ou l'oubli. Non. La honte, je sais pas. Bah, parfois, on a honte de dire ce qu'on a consommé. Non, je pense pas que ce soit le cas. Je pense plutôt que c'est les gens ont tendance à sous-évaluer vraiment ce qu'ils consomment. Ok. Et la deuxième, alors? Le deuxième point, c'est que les gens n'ont pas une dépense énergétique si importante que ça parce qu'ils ne sont pas si lourds. Donc, par exemple, s'il y a une personne de 60 kg qui ne se dépense pas beaucoup, bien, sa maintenance calorique ne va pas être si élevée que ça. Par contre, je te donne mon exemple personnel. Je fais la 90 kg et je courais quand je préparais mon semi-marathon 40 km par semaine. J'ai été jusqu'à 40 km par semaine. Ouais. Ouais, je pense que tu m'envoyais un peu les… Je mangeais des quantités outrageuses de nourriture et je n'arrivais pas à prendre de poids. Ou je voulais pas prendre de poids à ce moment-là, mais je ne prenais pas de poids. Parce que Ouais, ta dépense avait la augmenté. dépense était énorme. Parce que rapport à avant la non seulement tu cours 40 km, mais avec un poids de corps de 90 kg, tu vois. Ouais. Donc c'est beaucoup de dépenses. Et la majorité des personnes n'ont pas ce type de dépenses, quoi. Non. Voilà, je dirais que les gens ont tendance à surévaluer leur maintenance calorique. C'est bien, je trouve que tu as vraiment donné les exemples qui sont concrets pour les personnes qui ne comprennent pas, qui utilisent en fait ces phrases-là, hein, parce qu'elles sont… c'est pas rebalancer en disant non, ce que tu dis c'est faux, etc. C'est pas ça qu'on essaye de dire, mais peut-être qu'en fait on a tendance évidemment à sous-estimer en fait ce qu'on… Sous-estimer ce qu'on mange et surestimer nos dépenses, je pense. C'est bien. Top, franchement c'est un bon petit résumé. Ça remet les pendules à l'heure.
Je sais pas, écoute. J'espère, en tout cas, je l'espère, c'est le but, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit ici sur la perte de poids? Non, pas sur la perte de poids. Je pense on a parlé de. Pas un petit instant promo? Ah, pour ma formation à la perte de graisse rapide. Voilà, toujours l'application. Ben écoute, je vais laisser la promotion Pour la fin. pour la fin. D'accord, c'est parfait. Alors on attaque la suite de la question. La suite du fil conducteur. Est-ce qu'il existe des variables inter-individuelles, on a en partie répondu, concernant la perte de graisse? Je pense qu'on en a parlé là précédemment. Oui, tout à fait. On a parlé du statut socio-économique. Parce que les gens ont tendance à dire, ok, mais la perte de poids, c'est juste la volonté, parce que bilan énergétique, restriction calorique, calories in versus calories out. Ouais, Sico. Ouais, C'est vrai, mais encore une fois, c'est le médiateur. Et qu'est-ce qui va impacter ton bilan énergétique? Tout un tas de variables. Exactement. Donc, c'est évidemment ce qu'on a dit. Donc, c'est ce qu'on a dit juste avant, la neurobiologie, je vous dis souvent, et puis Mathias m'engueule tout le temps, parce que je justifie mes conneries par ma neurobiologie, mais par contre, c'est une justification qui est En partie vrai, en grande partie vrai. vraie pour la perte de poids. Il y a des personnes qui ont plus de difficultés à perdre de poids, Oui. parce que leur neurobiologie. Mais ça ne veut pas dire que le déficit calorique ne fonctionne pas, mais ils rencontreront peut-être plus de difficultés par rapport à une autre personne. Ils vont rencontrer plus de difficultés à atteindre un déficit calorique et à maintenir le poids perdu. Tu vois? Parce que la discipline fait partie de la génétique. La volonté, tout ce qui est volonté, discipline est génétiquement médié. Donc, bien entendu, ça ne veut pas dire que la perte de poids est impossible. Ça veut dire que si tu as une neurobiologie qui n'est pas favorable et puis que ton environnement est complètement pourri également, que tu sors de chez toi et puis qu'il y a des pubs partout pour de la bouffe, que tes potes ils t'invitent à manger une frite comme on a fait hier tout le temps, comme tu fais toujours avec moi. C'est pour ça que je prends de la graisse. J'allais te dire la même chose. Je me dis, bon, j'étais en mesure de dire non, je rentre et mais je me dis, bah, ouais, non, c'est toujours cool. Eh bien, il y a une interaction entre les deux, tu vois. Ouais, tout à fait. Et pareil, on parle là des apports, mais pour les dépenses aussi. À un moment donné, si tu n'as que 30 minutes par semaine pour t'entraîner, et qu'on te dit tu dois faire 10 000 pas par jour, et puis que tu dois t'entraîner 5 fois par semaine. 10 000 pour commencer à avoir un semblant de résultat. Pour commencer, donc à un moment donné, tout le monde ne peut pas le faire, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a des personnes qui ont des enfants. Je sais que, à titre personnel, je pense ne pas être très favorisé en termes de génétique sur la perte de poids. Parce que je peux manger beaucoup, voilà. Même quand je veux dire, j'ai atteint un seuil au niveau de l'estomac, je peux toujours rajouter plus de nourriture. Ouais, on est d'accord, quoi. Le fameux Magnum Popcorn, vas-y, on en prend 2. Sur d'autres facteurs, je suis favorisé, j'ai pas d'enfants. Voilà. Oui. Donc j'ai plus de temps disponible pour m'entraîner. Et ce sont des variables qui peuvent changer au cours du temps de l'individu. Hein. Voilà. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est pas figé dans le temps, quoi, en fait. Hein. Tout ça peut. Mais le problème, c'est que les gens pensent que du coup, leur problème est indépendant du bilan énergétique. Mais le problème n'est pas indépendant du bilan énergétique, c'est, encore une fois, je le répète, un médiateur dans la chaîne causale. C'est bien, t'as remis l'église au milieu du village. Cool. C'est d'autant mieux quand l'un de ses surnoms, c'est le père. Le père Iliopoulos. C'est Gaëtan Camarda qui a donné ce surnom initialement. Le père Iliopoulos, attribué par Gaëtan Camarda. Ça, c'est génial. Je vais changer un petit peu de sujet. Je t'en prie. Merci, ça me fait plaisir. On va parler un petit peu de science et d'acquisition de la connaissance. La méthode scientifique, pour toi, est-ce que c'est le seul moyen d'atteindre des connaissances? Non. C'est surprenant hein, de ta part. Hein. Non. Je ne sais pas si c'est surprenant. Non, je veux dire, on sait que tu te bases sur la recherche, tu analyses un petit peu et puis voilà, tu fais des suggestions, tu conclus et on voit comment ça évolue dans le temps. Et donc parfois on peut se dire, ah ben c'est uniquement la recherche. Tu vois, c'est peut-être un raccourci, mais c'est ce qui peut survenir par moment. Alors, il faut prendre en considération que la méthode, quand on entend la science, la méthode scientifique, j'entends ici,
se base elle-même sur des connaissances, des présomptions qu'on prend pour acquises. Le fait que on ait l'existence d'un monde externe, donc des connaissances dites métaphysiques, ontologiques. Par exemple, le fait qu'on a une certaine uniformité dans la nature, donc que demain, nos lois physiques ne vont pas soudainement changer. Donc, la méthode scientifique, elle se base sur des présomptions. Et donc, elle ne peut pas non plus répondre à toutes les questions. Comment je teste comment tu peux tester que je suis vraiment dans cette pièce avec toi et que ce n'est pas une illusion de nos sens? Ben, je prends une banane, je te la lance, tu cries aïe. C'est peut-être une illusion. C'est peut-être une illusion. Donc, Une banane, par exemple, ici. Voilà. voilà. Donc, je suis réel. Mais tu ne l'as pas testé formellement avec un test empirique. Non. Via la méthode scientifique, on va dire. Ouais, c'est ça. Autre chose, par Mais, exemple, on peut considérer ça comme un cadre expérimental. ouais, c'est expérimental. Ouais. N égale 1. Autre chose, la méthode scientifique se base aussi sur des connaissances de logique, par exemple. La validité logique de certains arguments. Si notre théorie postule X, on doit s'attendre à observer Y. On n'observe pas Y, donc peut-être pas notre théorie. Donc c'est un modus tollens, c'est une forme valide d'inférence. Et je ne l'ai pas testé scientifiquement. C'est juste ce qu'on prend pour acquis. Ok. Ça me semble clair. Donc pour toi, non, effectivement, c'est pas le seul moyen d'acquérir de la connaissance, quoi. Non. Ok. Alors, on va en arriver à un stade où on va te demander que représente pour toi, pas le modèle EBP, mais le cadre EBP, et quelle importance lui accordes-tu dans le domaine de la nutrition? Je vais répondre à cette question de manière un peu différente des autres, parce que je pense que Mathias a expliqué bien mieux que moi ce qu'est le cadre BP. Il a fait des articles, donc mets-les dans la description. Okay. Ils sont très intéressants et ils sont très bien expliqués. Donc, big up à Mathias au boss final. Je vais juste aborder un point spécifique qui est sur le BP, donc qui est un cadre de recommandation dans le cadre clinique. Et je voulais juste souligner que le niveau de preuve nécessaire pour faire des recommandations dans le cadre de la nutrition n'est pas le même que dans les sciences biomédicales. Donc maintenant, si on claque des doigts et je suis docteur Debunk, okay. Et je te dis… ça fait beaucoup de personnalités là. T'as le précurseur, t'as le V, t'as docteur Debunk, t'as le père. Voilà. Et donc docteur Debunk, je suis médecin, je te dis prends ce médicament qui n'a pas un niveau de preuve très très élevé, mais bon, on s'en fout, vas-y prends-le, il y a peut-être une efficacité. Tu vas me dire, ouais, mais au niveau des risques, je ne suis pas trop convaincu, là. Tu as une étude randomisée contrôlée? Je dis, non, c'est juste de l'observationnel. Mais par contre, en nutrition, si tu ne manges pas, si je te recommande, par exemple, de manger 5 fruits et légumes par jour, le risque par rapport aux médicaments n'est pas le même. Non. Donc par exemple, il y a des personnes qui disent « Oui, mais la recommandation de manger des fruits et légumes, elle est basée sur la recherche observationnelle. » Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a aussi des études randomisées contrôlées sur des critères intermédiaires, des biomarqueurs comme le LDL, le cholestérol, etc. Mais sur la recherche observationnelle, c'est vrai pour des critères d'évaluation clinique objectifs, comme la mortalité, le risque d'événements cardiovasculaires, etc. Donc ils disent, c'est pas très robuste, je peux devenir carnivore. Moi, je me sens bien comme ça finalement. Et là, je suis pas trop d'accord, parce que le niveau de preuve en nutrition, si je te dis de manger 5 fruits et légumes par jour, tu n'as pas le même risque que pour notre médicament. Tu vois, tu risques, tu as peu de chances de mourir parce que tu viens de manger la banane qui est là, tu vois. Ouais, tout à fait. Même si c'est basé sur de l'observationnel, tu vois. Donc, le niveau de preuve nécessaire pour faire des recommandations est moins élevé, mais
on a toujours des meilleures alternatives. On sait que, par exemple, manger des fruits et légumes, c'est mieux que manger des frites à la graisse de bœuf, même si tu vas m'engueuler. Tu vois? Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Donc j'ai abordé un point spécifique pour dire que le niveau de preuve entre les disciplines n'est pas le même et qu'on ne doit pas s'attendre aux mêmes critères que dans les sciences biomédicales, en nutrition. Ça va. Il y a les 2 dernières questions que je pose aussi. L'ère des réseaux, tout va très vite. Tu sais comment ça va. Il y a les Reels, il y a les carousels sur Instagram, il y a TikTok, il y a YouTube. On a du mal à se concentrer un petit peu au niveau de l'attention. Donc, est-ce que tu as quelqu'un à recommander? Tu peux en dire 3 si tu veux, il n'y a pas de souci. Je vais en dire 5 alors. Tu vas en dire 5. Parce qu'en vérité, 5 est peu parce que les gens ne se rendent pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui font du bon travail en nutrition. La différence, c'est qu'on ne fait pas tous le même contenu. Donc s'il y a maintenant une personne qui est débutante, qui part de zéro en nutrition, peut-être que mon contenu n'est pas approprié, parce que je parle peut-être de concepts un petit peu poussés. Et bien il y a des personnes qui font du super boulot pour ces personnes justement. Donc tout le monde ne fait pas le même contenu, on ne s'adresse pas tous à la même population. Et donc, je vais en citer plusieurs. Vas-y, je t'écoute. Je vais citer Clément Noblet. Ouais, top, qui est déjà venu sur le podcast. J'ai cité Alex Sedano. Axel Sedano ou Axel Sedano. Ouais, j'aime bien aussi son Ouais, je dis des conneries sur les prénoms, mais Axel Sedano. Ouais. Tu mettras tous les noms en... Ouais, je mettrai les profils. Je vais citer Maya Nutrition, qui est un tout petit compte, mais qui fait du super contenu. Donc il ne faut pas confondre nombre d'abonnés avec qualité du contenu. Bonne remarque, Vas. Je vais citer Mathilde Schmidt, qui fait du bon contenu. Donc, ouais, aussi, qu'on a vu plusieurs fois. Ouais. Et ouais, c'est les quatre. Seulement 4, pas 5? Il y en a plein, mais en vérité, je les ai pas en tête. Un petit 5e. J'en ai pas en tête. J'en ai pas en tête, mais on peut mettre un 5e. Tu peux mettre un 5e après dans le montage parce que je vais me rappeler. Ouais, eh ben, faisons ça. Si tu te rappelles, on met le 5e. Sinon, je vais me rappeler. Ouais, ça, c'est génial. Ok. Et enfin, Vas, parce que je sais que tu étais moins présent parce que tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. Où est-ce qu'on peut te retrouver et quels sont tes services? Alors, mon contenu est essentiellement sur Instagram, donc le contenu que je propose gratuitement est sur Instagram. Et je fais des formations, donc je propose des formations. Je vais essentiellement parler de ma formation sur l'hypertrophie. Ouais. Tu n'as pas que ça, mais... Non, je n'ai pas que ça, mais c'est la petite dernière. C'est le nouveau bébé. Le petit bébé, je suis vraiment content de ce qu'on a fait. On a fait un travail de malade. Ouais. J'ai pas peur de dire qu'on a fait un travail de malade. Ouais. Mathias a fait un travail de malade. J'ai fait un travail de malade, je peux le dire aussi. Donc je suis super content du résultat. Je suis super content des premiers retours. Je pense qu'on est tous super contents de toute façon. Donc on a analysé un ensemble de données scientifiques dans le domaine de la nutrition pour la composition corporelle et de l'entraînement pour parvenir à... Donc on a concilié ça avec des considérations pratiques et nos expériences personnelles pour parvenir à un ensemble de recommandations en fonction de tout un tas de variables modératrices, donc le temps disponible, le niveau d'entraînement, plein de variables modératrices et donc c'est vraiment hyper individualisable et à utiliser à l'infini. Donc je suis très très content de ce qu'on a fait et je pense que ça pourra aider beaucoup de pratiquants et de coachs. J'ai finalisé les modules du côté nutrition que tu as fait dans cette formation et ça m'a permis notamment de ne pas partir en double fil. On sait que tu aimes bien cette expression. Partir en double fil, ouais. Pour taper des 83-84 kilos et monter dans une catégorie de poids supplémentaire et plutôt se dire ok, prends ton temps, force pas les choses et va pas taper un bulk de cochon, quoi. Donc voilà, ça aide quand même, même si on est confirmé, on en apprend toujours. Ça aidera du débutant
du débutant qui est au moins un petit peu curieux et qui a déjà les notions de base de ce qu'est un tel exercice et tel macro, de ce qu'est un aliment qui contient des protéines ou ce genre de choses. Et du débutant jusqu'au pratiquant qui a beaucoup de bouteilles, comme quand même le dire notre ami Mathias. Ouais, hein, qui a de la bouteille. Qui a de la bouteille. Qui a de la bouteille. Donc il y a ça, on sait qu'il y a le livre sur le lait, il y a d'autres formations, mais c'est vraiment celle-là sur laquelle on avait envie de Je mets l'accent aujourd'hui là-dessus. Ouais, c'est parfait. Pas d'autres projets sportifs à venir? On a parlé du marathon. Ben, marathon, pour le moment, après j'ai d'autres projets à l'arrière-plan, mais on en reparlera le moment venu parce que j'aime pas trop. Spoil. Voilà. C'est génial, ça j'adore. Ok, ça, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. C'est parfait, je suis super content comme d'habitude. Moi aussi. Et que dire de plus si ce n'est à la prochaine? À la prochaine. À la prochaine.